C'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux devant vos petits écrans. Vous êtes bien sur Gabon 24 et c'est l'heure de votre grand débat du soir. Accès au logement, agence immobilière et démarcheurs, le métier est-il encadré? C'est autour de cette thématique que nous allons axer nos échanges. Et pour m'accompagner, Sir Pavlov Moussavou, sociologue. Il y a également avec nous sur ce plateau Arnaud Lilian Billier, analyste politique. Messieurs, merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. C'est nous qui vous remercions. Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors tout de suite, quand on parle de logement au niveau de Gabon, Lilian, je me tourne vers vous. Qu'est-ce qui vous vient en tête tout de suite, avant qu'on ne rentre proprement dit dans justement la question des métiers des démarcheurs, les agences immobilières au niveau de Gabon, mais pas seulement, puisque c'est une question quand même assez large quand on parle de logement au niveau du pays. Quand on parle d'abord de logement au niveau du pays, naturellement au niveau du Gabon, beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre le fondement et le fonctionnement et la matérialisation d'un logement, parce que le logement, ce n'est pas simplement un bâtisse qu'on vient poser quelque part et puis on a un logement. Non, il y a tout un tas de pensées, de réflexions, de mathématiques à faire avant de choisir le lieu, l'endroit, le type de matériel que nous allons utiliser et enfin les VRD, comment cela peut coûter, tout cet effet-là, nous allons voir comment ensemble, tout au long de l'émission, comment débattre. D'accord. Pavlov, je vous repose la même question. Vous qui avez été autrefois démarcheur, alors quand on parle de cette question de logement au niveau de Gabon, est-ce qu'on peut parler de crise? Ben écoutez, c'est un secteur qui est traversé par une crise profonde depuis des années. Si on en parle toujours, si aujourd'hui de plus en plus de Gabonais se plaignent, et les plaintes vont pour la plupart dans le sens de dire que nous sommes mal logés, ça veut dire que cette question-là, cette problématique-là n'a pas encore trouvé les solutions idoines. Voilà. Donc il y a une profonde crise dans ce secteur-là et nous ne pouvons qu'inviter les autorités à prendre ce problème-là à bras le corps. Pourquoi? Parce qu'un peuple mal logé ne peut pas être compétitif. Voilà. D'accord, nous allons essayer d'aller de manière méthodique. Lyon, on va essayer de voir les causes, les conséquences et peut-être les solutions sur le temps nous permet. En parlant de causes, dans votre propos liminaire, vous avez parlé justement des VRD. On rappelle que de manière ramassée comme ça, quand on parle de VRD, c'est l'ensemble des mécanismes mis au point pour permettre aux gens de vivre dignement, on va dire ça comme ça. Peut-être vous avez une définition plus approfondie. Est-ce que vous pensez que justement cette question, avant de revenir sur la définition également, est-ce que vous pensez que cette question de VRD constitue l'une des causes de la crise du logement aujourd'hui au Gabon? D'abord, les VRD, oui, parce que ce sont des consommables non payants. C'est un peu compliqué de dire, mais c'est ce qu'il faut savoir. Ce sont des consommations, bien des consommateurs, bien des consommables non payants. C'est-à-dire nous consommons la route, nous consommons l'électricité et nous consommons tout ce qui est viabilité, mais nous ne payons pas. C'est à la charge réellement de l'État. C'est tout ce qu'on entend les VRD. Parce que pour faire un logement, pour faire simple, parce que l'émission est tout à fait d'abord pédagogique pour qu'on puisse comprendre comment ça fonctionne. Ce n'est pas le terrain qui est important. Ce n'est pas d'abord le terrain. C'est d'abord le plan national d'affectation des terres. Pourquoi il est important de parler de plan national d'affectation des terres? Parce que tout part par là. Tout va par là parce que si vous avez un plan national d'affectation des terres, l'État gabonais peut savoir et saura à quel niveau nous pouvons mettre des maisons et à quel niveau nous ne pouvons pas construire et quels sont les types de logements que nous pouvons faire en fonction de l'environnement que nous avons choisi. Il ne s'agit pas de se lever un matin et de dire nous allons bâtir des logements ici sans avoir fait l'étude de sol, sans savoir que le type de logement que nous voulons mettre en place pour la République gabonaise, pour les Gabonais, peut se lever sur ce type de sol ou pas. Et ensuite, considérer que avant qu'on ne réfléchisse maison, il y a d'abord toute une autre réflexion qu'il faut avoir en place. C'est une réflexion qui doit être menée par l'État ou par les individus? L'État. Pourquoi l'État? Parce que ce n'est pas un seul ministère. On a tendance à croire que la question du logement, c'est juste un seul ministère. Ce n'est pas vrai. C'est 4 ministères qui sont engagés par le logement. Les VRD, c'est qui? Les VRD, vous avez le ministère des Travaux publics. Le ministère des Travaux publics doit d'abord dire pour les 10 000 logements que vous voulez construire dans cet espace bien précis, voici comment moi je compte mettre la route. Et pour mettre la route, il faut des topographes. Les topographes vont dire en fonction du sol et du sous-sol, nous pouvons mettre la route penchée. Et si elle est penchée, c'est par là qu'on va mettre des caniveaux et tout ce qui va avec. Une fois que les topographes ont terminé avec le ministre des Travaux publics, tracer la route, voici comment on va tracer la route, vers le ministère de l'Énergie, puisqu'il y a ce qu'on appelle le domaine public de l'État, donc tout ce qui est sur
la route. La SCG ou l'énergie va vous dire, nous avons besoin de 6 mètres à gauche ou 3 mètres à gauche ou de part et d'autre pour que nous puissions faire passer tout ce qui est électricité et tout ce qui est eau. Quand c'est terminé, nous avons la route, nous avons l'énergie, nous avons tout. Ensuite, nous avons maintenant des logements. Quand le ministère de l'Habitat arrive, le ministère de l'Habitat termine son plan d'habitation. Le plan d'habitation, lui, achevé, ce n'est pas terminé, évidemment. Si vous logez 10 000 familles, il vous faut quoi? Il vous faut l'accompagnement psychologique, il vous faut l'accompagnement sanitaire. On appelle maintenant le ministère de la Santé pour dire quelle structure sanitaire nous pouvons mettre en place dans cette zone. Et cette zone-là, elle n'est pas que pour les 10 000 habitants. Naturellement, elle va attirer aussi les zones voisines. Ensuite, ce n'est pas terminé. Pour terminer, vous avez l'éducation nationale. Vous devez également appeler le ministère de l'Éducation nationale pour dire, voici les 10 000 logements que nous allons faire. Il faut évidemment un établissement scolaire. Est-ce que vous avez la capacité de faire embaucher dans 2 ans ou dans 3 ans tel nombre d'enseignants vu l'école que vous avez en place? Donc vous voyez, c'était un dossier assez intéressant. Et voilà pourquoi ça ne regarde pas ou ça ne concerne pas un seul ministère, mais tout cet ensemble de ministères, d'où l'État. Mais aussi, il faut savoir, quand on parle de construction de logements, c'est une politique qui fait mal. Et on est impopulaire quand on touche le logement. Pourquoi? Parce que c'est le chef de l'État. Tous les pays au monde où on a décidé de urbaniser, de redresser le logement et d'aménager les secteurs, ça a toujours porté des crises. Et c'est la raison pour laquelle il faut avoir un chef d'État assez ferme qui ne soit pas politique. Parce que si on fait trop de politique, on revoit ce qu'on a vu tout dernièrement à l'Assemblée nationale. Mais ça crée des crises, justement, parce qu'en amont, est-ce que tout ce que vous avez dit, est-ce que toutes les dispositions sont prises? Parce que là, vous parlez des logements construits par l'État. Aujourd'hui, il y a une situation qui fait école du côté de derrière l'Assemblée, où les populations se sont accaparées un espace qui, en réalité, appartient à l'État, puisqu'il y a des projets prévus à cet endroit-là. Monsieur Pavlov, je me tourne vers vous. C'est bien beau, tout ce que Lilian dit, ça relève du rêve, mais difficilement... on a vu cette manière de faire être appliquée au niveau du Gabon. Alors, ce que dit M. Billiet ici ne relève pas du rêve. Il parle ici de planification. Voyez-vous, si nous observons ce chaos ou encore ce désordre qui s'est installé, c'est parce qu'il n'y a pas eu de planification. C'est parce que sur certaines terres, c'est la raison pour laquelle les populations, par exemple, se sont installées avant que ces terres-là ne soient viabilisées, ainsi de suite. Voyez-vous? Donc, il va falloir que nous puissions faire en sorte d'aller davantage dans le sens de penser la ville, penser nos villes. Quelqu'un disait que lorsque vous ne prenez pas le temps de penser la ville, c'est-à-dire au sens de réfléchir et de programmer, voyez-vous, vous finirez par la penser. Penser, c'est-à-dire colmater les brèches dans le sens de d'y mettre des bandages, ainsi de suite. C'est ce que nous observons. Ce désordre-là, certes, il prévaut actuellement, mais nous ne pouvons pas continuer comme ça. Il est temps que l'État, qui est censé être l'organe, ou du moins loger les Gabonais, relève des missions régaliennes de l'État. Avant que les privés n'interviennent, ainsi de suite, c'est d'abord l'autorité publique qui doit mener un certain nombre de travaux. Et le maître mot ici, c'est la planification. Il faut planifier avant que les populations ne viennent, il faut viabiliser pour que nous ne puissions plus enregistrer, par exemple, des décès, comme on le voit dans les PK, avec les éboulements, ainsi de suite. Voilà. Oui, il faut revenir sur certains faits parce que il y a une méconnaissance des textes pour ce qui est du droit à la construction en République gabonaise. Et cette méconnaissance des textes, ou parfois j'ai envie de dire, cette volonté de ne pas aller vers les textes, parce que ce n'est pas moi qui le dis, il est écrit que nul n'est censé ignorer la loi. Donc, si vous faites fi de la loi qui vous dit comment il faut construire, naturellement, l'État reste fort. Parce que en République gabonaise, pour pouvoir bâtir votre logement, il vous faut un permis de construction. Et ce permis de construction est pris à la mairie, dans la mairie de votre arrondissement. Parce qu'il y a une brigade officielle qui doit exister, d'où on parle. Et on qui doit, mais est-ce que c'est toujours le cas? Voilà pourquoi on a parlé pendant longtemps, et le chef de l'État l'a rappelé, de la décentralisation. Parce qu'en matière de décentralisation, elle doit être effective. Tant qu'elle n'est pas effective, nous aurons toujours des brigades qui existent de nom et non de fait. Et voilà pourquoi on va toujours engendrer à ce genre de problème. Dès lors que vous avez votre permis de construction, vous avez votre titre foncier. Là encore, je rappelle, c'est la loi qui le dit. En République gabonaise, celui qui construit sans posséder un titre foncier, je suis désolé,
comment on appelle ça, en fait, en réalité, infraction. Il est en infraction à la loi. Ça veut dire que la majorité des Gabonais sont en La infraction. majorité, Voilà. C'est la raison pour laquelle il faut rappeler ceci. L'État n'a pas vocation à construire des logements. C'est l'État, et ce sont les privés qui ont vocation à construire. L'État a vocation à mettre en place les VRD, c'est-à-dire les consommables non payables. L'État dit, nous allons mettre à votre disposition, et cela a commencé avec Igoumier, où l'État a mis à la disposition 500 mètres carrés par individu, et plus de 2500 hectares, c'était fait. Donc vous allez remarquer que c'est ça le rôle de l'État. Il ne vient pas bâtir, il viabilise. L'État amène la route, l'État amène le courant, l'État amène l'eau. Ensuite, l'ANUTTC vient mettre en place les bornes pour dire voici le nombre de parcelles que vous avez en fonction du mètre carré. L'État s'arrête là. Maintenant, votre modèle de construction doit tenir compte d'un plan bien précis. Pourquoi? Parce qu'en République gabonaise, nous n'avons pas une collecte. J'avais une collecte centrale de nos ordures, c'est-à-dire de ce qu'on appelle des eaux noires. Les eaux noires, c'est tout ce qui sort de la latrine. Nous n'avons pas une collecte, nous avons des collectes individuelles. Chacun creuse sa fosse avec un fond bétonné pour la récolte. Ensuite, nous avons des eaux grises, tout ce qui va des douches, etc., qui sont construits, mais sans fond de soubassement en bas, juste bas. Donc, tout ceci, il faut savoir à quel moment il faut les mettre pour ne pas gêner les autres, pour ne pas entacher la nappe phréatique qui pourrait se trouver à l'endroit où vous êtes. Donc, ça demande beaucoup de travail. À l'État de prendre ses responsabilités. L'État, et je le rappelle, parce que ça peut fatiguer, un logement, on va aller simple, un logement qui coûte en réalité aujourd'hui 40 millions de francs CFA ou 50 millions de francs CFA, tout cassé, n'est pas accessible au Gabonais lambda. Tout à fait clair. Mais pourquoi il coûte assez cher? Il coûte assez cher parce que les VRD ont été apportés ou emmenés par celui par le privé. Par le privé. À partir de là, c'est vous qui payez la route, c'est vous qui payez l'électricité, c'est vous qui payez tout. Et ça rentre sur la charge qui est difficilement acceptable. Or, vous avez remarqué, tous ceux qui ont eu les cités jadis sous Omar Bongo, naturellement je parle de la CINI au Vendo, et d'autres cités, ils ont dit qu'ils ont payé des logements. Et même en Gondje, à l'époque, les 3 chambres étaient à 18 millions, ce qui était accessible. Mais pourquoi? Parce que l'État avait amené des VRD. Donc, à cet effet, tant que le privé s'intéresse ou apporte des VRD, le logement sera inaccessible en République gabonaise. Donc c'est à l'État d'apporter des VRD, de viabiliser tout ce qui a viabilisé et ensuite de dire venez maintenant bâtir. Parce que je vous appelle, je vais même vous étonner. Allez-y. Il y a énormément d'investisseurs qui veulent venir investir sur la question du logement. Au niveau du Gabon. Ce qui embête, ce sont les VRD. Ce sont les VRD, justement. Est-ce que cette question nous ramène justement au thème central de ce soir, les agences immobilières qui finalement ne cessent de fleurir. Et derrière, il y a également nos amis, les démarcheurs, qui, pour beaucoup, c'est fonds de poche. Est-ce que ça s'explique aujourd'hui, Pavlov? La présence des démarcheurs, des agences immobilières également, mais les coûts surtout qu'ils prennent. En fait, c'est mieux de les appeler les coursiers, pas les coursiers. Les coursiers, d'accord. Les coûts également qu'ils prennent, est-ce que ça prend en compte tout ce que Lyon disait, puisque finalement les VRD ne sont pas apportés par l'État, mais par les privés, et donc de fait. Non, ça dépend des endroits. Ça dépend. Oui, mais de manière générale, voilà. Et de fait. Certains s'appuient sur ça pour justifier les coûts aujourd'hui des logements au niveau du... Mais écoutez, je vais mettre en avant un modèle qui marche. C'est celui de Biskelenzong, par exemple. Lorsque vous y allez, vous voyez que l'État a assaini, l'État a viabilisé, ainsi de suite. Nous devons aller davantage dans ce sens-là pour éviter de Kingele 1, 2, 3, 4, comme on les voit un peu partout. Je ne cite que Kingele ici, mais il y a également Bellevue 2 et tous les bidonvilles que nous avons, même au centre-ville, malheureusement. Mais pour revenir au métier ou encore au domaine de démarcheur, puisque j'ai également été officier dans ce domaine-là, il faut dire qu'il y a deux principaux profils. Vous êtes fait de l'argent alors, puisqu'on dit que les démarcheurs... Pas du tout. D'accord, vous nous rassurez. Il y a des démarcheurs formels, c'est-à-dire ceux-là qui vont vers les agences immobilières pour avoir une accréditation et intervenir en tant qu'apporteur d'affaires. Mais il faut dire que le milieu est surtout gangréné par des démarcheurs irréguliers, j'ai envie de dire. C'est ceux-là qui font en sorte qu'on observe un climat de désordre généralisé, ainsi de suite. Mais là aussi, il faut dire qu'ils prospèrent. Pourquoi? Parce que l'autorité publique est absente aussi, ou faible.
je ne veux pas dire qu'il est totalement absent, mais pas assez présent. Voyez-vous, M. Lilian a parlé tout à l'heure de le fait de connaître les lois. Nul n'est censé ignorer la loi. Bon, ça, c'est le dire, c'est théorique. Mais dans les faits, nous ne connaissons pas ces lois-là. Il n'y a pas un véritable travail de sensibilisation qui est fait. Il n'y a pas de mécanisme d'éducation populaire qui puisse faire en sorte que les usagers ou encore les populations puissent réellement avoir la bonne information. Donc, il y a un travail qui doit être fait, mais c'est un travail, je vais également dans ce sens-là, qui doit faire intervenir plusieurs acteurs. Il n'y a pas que l'État, il y a les ONG, il y a d'autres acteurs, la société civile, ainsi de suite, qui doivent intervenir. Tout ce qui touche au logement est sensible. Pourquoi? Parce qu'il s'agit là d'un besoin primaire. Si vous n'avez pas un accès à un logement décent, je ne vais pas arrêter de le dire ici, ça va être difficile que vous puissiez être compétitif dans quelque domaine que ce soit. Donc, il faut déjà commencer par résoudre ou du moins apporter des solutions concrètes à des problématiques aussi sensibles que celles du logement si nous voulons réellement que nous soyons ou que les Gabonais soient assez compétitifs, ainsi de suite. Mais là encore, je vais revenir pour dire que c'est parce que l'autorité publique est parfois faible ou absente qu'il y a toutes sortes de pratiques anti-républicaines qui prospèrent. Mais nous n'allons pas continuer à regarder sans rien faire. Je pense que ce genre d'émission aussi intervient en point nommé parce que nous devons mener un travail de sensibilisation, mais surtout aussi faire œuvre de pédagogie. Vos anciens collègues démarcheurs vous regardent à la télé, oui pour rester dans la même logique, puisqu'on parle de faire de la pédagogie, pourquoi j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas les appeler des marcheurs. Parce qu'en réalité, il y a un encadrement juridique dans ce sens au ministère de l'Habitat où ils récupèrent un agrément. Nous n'avons pas de coursier, ne c'est pas écrit des marcheurs, mais coursier en immobilier. Donc, il faudrait retirer l'expérience, sinon le démarcheur pourrait postuler qui est illégal et le coursier pour celui qui est parfaitement légal, qui a une agence officielle. Mais le problème pour cela reste aussi l'encadrement juridique de l'habitat. En République gabonaise, il n'y a pas de texte qui encadre juridiquement l'habitat. Il y a un seul arrêté. Et cet arrêté est issu du ministère des Finances. Et cet arrêté stipule ceci. Tenez-vous bien. En République gabonaise, vous ne devez payer par mois, par la valeur locative, que le 1/100 du coût de l'habitat. Un centième du coût de l'habitat. Un centième du coût de l'habitat. Ce qui veut dire que si vous avez conçu votre maison à 35 millions de francs CFA, vous devez la mettre en location au maximum à 350 000 francs, sinon moins. Mais la difficulté avec celui-là, c'est que nous n'avons pas d'encadrement ou de mécanisme de vérification du coût de l'habitat. Et pire, nous n'avons pas encore un document stratifié qui peut donner la valeur locative en fonction de la zone que nous avons. C'est nous-mêmes, dans notre imaginaire, que nous avons dit, si vous habitez le Bad-Guégué, le logement peut être plus cher que si vous habitez Bikele ou Midubé. Pourquoi? Parce que dans certains pays, plus vous êtes proche de la mer, plus votre logement locatif coûte cher. Parce que le texte, il est clair. Plus vous êtes proche de la ville, plus le logement coûte cher, parce qu'il y a un encadrement juridique à cet effet. Nous manquons de cet encadrement juridique. C'est la raison pour laquelle il faut mettre la NTTC ou la Direction générale de l'urbanisme au travail. Nous avons une nouvelle république, nous avons des députés. Essayez de consulter les députés pour dire porter la réflexion là-dessus, pour qu'il y ait un texte, pour qu'il y ait un encadrement juridique. Parce qu'on ne peut pas se lever un bon matin. Et pire encore, je vais vous dire, qu'il y a aussi une loi qui prévoit ce que le logement locatif monte d'une valeur de 2% chaque 5 ans. Bon, donc vous vous rendez compte qu'en réalité, c'est illimité. Ce qui veut dire que votre maison, que vous commencez à faire louer à 200 000 francs, 50 ans plus tard, mais elle va coûter 1 million. Et ça ne doit déranger personne, parce qu'il y a une loi qui va dans ce sens-là. Comment voulez-vous qu'on lutte contre la vie chère si on ne prend pas ces mesures? Parce que cet ensemble de mesures existe. Et cet ensemble de mesures n'est pas appliqué au quartier, oui, mais c'est appliqué par des agences. C'est appliqué par des agences immobilières. Ça, c'est ce qui est clair, parce qu'eux, ils respectent des textes. Ils veulent dire, voici ce que disent les textes à ce sujet-là. Donc, il faut revoir, il faut retravailler ce texte juridique, cet encadrement, mais aussi, pour encadrer, pour lutter contre la vie chère, il faut produire. Et nous espérons que les outils de production qui vont vous permettre une meilleure garantie des meilleurs logements seront mis en place. Qu'est-ce qu'on entend par outils de production? Il y a le génie militaire du Gabon aujourd'hui qui détient quelques gisements de minerais, notamment ce qu'on appelle le gravier. Vous avez la SEM, la Société équatoriale des mines, qui a également des mines à cet effet-là. Comment l'État gabonais peut permettre à ce que le coût soit bas? Parce qu'il y a des provinces qui sont en manque de sable, qui font des kilomètres, des centaines de kilomètres pour pouvoir se produire de sable pour construire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des hubs ou bien des zones à achat
moins cher, ou bien on va avoir des correspondants sur place qui vont, eux, racheter le produit en République gabonaise à coût extrêmement bas et nous plafonnons le prix de la revente puisque c'est nous qui acheminons le matériel vers ces personnes. Ce sont des réflexions qu'il faut avoir. Des réflexions qui rentrent dans le cadre des solutions, mais nous sommes d'abord sur les causes, Lilian, pour essayer davantage de comprendre ce phénomène qui fait en sorte qu'aujourd'hui, les Gabonais ont du mal. Oui, Pablo, vous voulez... Alors, il faut dire qu'il y a une loi qui régit le métier d'agent immobilier en République gabonaise. C'est la loi numéro 006 2017 du 9 août 2017 qui met en avant certains critères pour se prévaloir ou du moins officier en tant qu'agent immobilier. Il faut par exemple obtenir une autorisation d'exercer, il faut être inscrit au registre des agents immobiliers, il faut obtenir un agrément et s'inscrire au registre du commerce et du crédit immobilier et détenir une carte professionnelle. Est-ce que vous pensez que c'est le cas pour... C'est le cas pour il y a des agences sérieuses, rassurez-vous. Le problème, ce sont les démarcheurs. Voyez-vous, les agences, en principe, agissent dans une certaine légalité. Mais pourquoi est-ce que les populations, ou du moins le commun des Gabonais, ignorent ou évitent les agences? C'est parce qu'elles sont souvent un peu plus chères. Or, lorsque vous avez recours aux démarcheurs, c'est un peu comme on dit au quartier. Lui, il ne perçoit par exemple que 5 000 francs lorsque vous allez visiter une maison. À côté d'une agence qui, par exemple, vous demande 200 000, le choix est vite fait. N'oublions pas le contexte dans lequel nous sommes aussi. Nous sommes là en face d'une population qui, du point de vue du panier de la ménagère ou du moins du pouvoir d'achat, est très fragilisé. Donc, le contexte aussi est pour beaucoup, le contexte économique et social fait que les agents immobiliers véreux, mais surtout les démarcheurs, puissent davantage faire des victimes. Donc, malheureusement. Voilà, malheureusement. Oui, Lilian, par rapport justement à cette question des démarcheurs véreux, comme l'a dit Pablo. Nous ne pouvons pas faire contre parce qu'il n'y a pas d'outil de contrôle, je suis désolé. Voilà. Tant qu'il n'y a pas d'outil de contrôle, vous pouvez demain mettre des affiches un peu partout dans les coins de Libreville et puis vous mettez votre téléphone, vous mettez des démarcheurs, aucun outil de contrôle. Il n'y a pas une police spécialisée, il n'y a pas une administration spécialisée qui viendra sur le terrain vous mettre les menottes ou bien vous avertir pour dire vous n'avez pas le droit de faire ce métier parce que vous n'êtes pas reconnu. Est-ce que vous pensez qu'il devrait avoir une police? Mais il devrait, parce qu'en réalité, mais c'est aussi une question de danger, c'est aussi une question de sécurité. Parce que non seulement vous demandez à une personne dont vous ne savez pas l'origine et l'accès à son travail, de vous montrer un endroit dont vous n'avez pas l'assurance ou la sûreté de cet endroit, ou la sécurité. Ça peut être cette même personne qui a évalué votre capacité financière à habiter ici ou pas et organiser, j'en veux dire, un bâtiment autour de vous. Donc c'est une affaire de sécurité aussi. Mais en dehors de ça, c'est aussi une affaire d'intimité. À qui je confie l'autorisation ou j'ai envie de dire, l'autorité de m'accompagner quelque part. Écoutez, tout ça, c'est bien. Mais le plus important, c'est de dire, nous savons que ça va mal. Comment on va de l'avant? Et on ne peut pas aller de l'avant si on ne porte pas de réflexion. Il doit y avoir des assises normalement sur le logement. Et quand je parle d'assises sur le logement, on a un modèle qui est assez intéressant. Parce qu'il ne faut pas aller chercher là où ça ne marche pas. Naturellement. Il faut chercher où ça marche. On copie ce qui marche. Nous avons notre voisin. Et quand je parle de voisin, je parle du Rwanda. C'est la deuxième meilleure organisation en matière de plan national d'affectation des terres au monde. Je ne parle pas d'Afrique, je te parle du monde. Et nous avons des collaborations, nous avons un carnet diplomatique avec le Rwanda. Donc, si nous organisons des assises dues à la planification de l'extension des terres, nous pouvons inviter ceux-là pour mieux nous dire comment ça marchait chez eux et voir comment, en République gabonaise, nous pouvons mettre ensemble. Moi, j'ai l'ensemble des textes et des travaux qu'ils ont faits, je ne peux pas publier. C'est pour moi, c'est dans le cadre de mes recherches, mais c'est un travail formidable. Donc, l'État gabonais, et je répète que c'est difficile parce que c'est impopulaire. Il faut rappeler que les décisions liées au logement, ce seront toujours impopulaires. Que le chef de l'État ne soit pas flexible à ce niveau, parce que s'il est flexible à ce niveau, il ne va pas atteindre l'objectif fixé. Alors que pour atteindre l'objectif fixé, il faut être inflexible sur ces questions-là. Il est formellement interdit, et je rappelle ceci, on ne peut pas vous donner des titres fonciers en public gabonais si vous avez des eaux coulantes ou stagnantes dans vos terrains, sur ces domaines privés. Et pour que vous ayez un terrain à construire, il faut que ce terrain sorte d'abord du domaine public de l'État. Il faut que ça aille dans le domaine privé de l'État. Donc sur cet ensemble de textes avec lesquels on joue, il faut avoir la maîtrise de ça. Et de savoir que, puisque nous allons vers la décentralisation, et que personne de ce jour ne puisse bâtir une maison sans avoir l'autorisation
de la mairie, de son arrondissement. Ceci va permettre, on peut commencer par les choses les plus simples, ceci va permettre aujourd'hui de limiter d'abord... D'accord, en parlant justement de mairie, on va revenir également sur le rôle des chefs de quartier, parce qu'on voit des chefs de quartier qui signent des cessions de terrain, on va voir ce que ça implique. Il y a le temps pour nous de marquer une petite pause et puis on se retrouve pour la deuxième partie. Alors, nous sommes toujours sur ces questions de logement au niveau de Gabon et toutes les difficultés, les conséquences, les causes, mais également les solutions, l'immobilier. Quand nous fermions cette première partie, vous parlez justement du rôle que les mairies devraient jouer, justement dans l'obtention des terrains des Gabonais, des particuliers. Mais à côté de mairie, il y a aussi les maires qui, parfois, délivrent des documents, apposent des signatures, c'est des documents, des chefs de concession, des chefs de quartier. Là également, est-ce que ça constitue un problème parce que on a un document signé par le chef du quartier, Pavlov, et puis demain, on vient de faire des problèmes. Vous avez construit sur un terrain qui ne vous appartenait pas, et pourtant, on a le chef du quartier qui a donné son quitus. Et je crois, peut-être Arnaud va me corriger, le chef de quartier reste un auxiliaire de commandement, donc un représentant de l'État, Pavlov. C'est également un problème. Il reste un auxiliaire de commandement avec des pouvoirs bien limités. Et malheureusement, ils vont au-delà des pouvoirs qui leur sont permis. Et j'aimerais rappeler ici, et malheureusement, toutes les personnes qui ont eu un document signé du chef du quartier, ça n'a aucune valeur juridique pour ce qui concerne le foncier. Pourquoi? Parce qu'en République gabonaise, la seule institution habilitée à vous vendre le terrain, c'est l'ANUTTC. C'est la raison pour laquelle, avant que vous ne commencez par la vente du terrain, vous faites un dossier. Le dossier, on vient regarder les points géographiques sur votre terrain. Pourquoi on vérifie les points géographiques? C'est pour voir si dans la base des données de l'ANUTTC, il n'y a pas déjà un dossier en cours sur les mêmes bornes, sur les mêmes Une fois c'est fait, votre dossier suit son cours. Et puis, j'ai fait constat, parce que moi-même, j'en ai fait les frais, où au niveau de l'affichage, il y a quelqu'un qui est venu contester pour dire pourquoi, etc. Mais j'ai rappelé cette personne, qu'est-ce que vous avez un titre foncier? Elle m'a dit non. J'ai rappelé la loi. J'ai dit, en République gabonaise, ne peut contester un affichage que celui qui est propriétaire d'un titre foncier. Ça aussi, c'est la loi. Donc, il faut rappeler qu'il est important aujourd'hui que le permis de construire ait une valeur. Que c'est une valeur et que, puisque nous tendons déjà vers la décentralisation, qu'elle soit le plus rapidement effective pour que les municipalités prennent la main sur cette affaire de terrain. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme en France, vous ne pouvez pas poser une seule brique sans avoir donné le plan de votre maison à la municipalité, sans que vous ayez l'accord. Donc, tout ça, c'est important. Ça permet de savoir pourquoi. Parce que vous n'allez pas aller mettre une maison là où il n'y a pas accès aux véhicules. Parce qu'en matière d'incendie, comment on fait pour vous secourir, pour vous sécuriser à cet effet, le secours. Donc, il faut regarder tout ceci. C'est la raison pour laquelle il est important, et je répète, il faut donner de la main aux municipalités et donner de la force au permis de construire pour que tout Gabonais, et ce quel que soit sur le territoire national, avant de bâtir une maison, puisse avoir l'autorisation de la mairie. Et pour que la mairie te délivre cette autorisation, la mairie doit vérifier au préalable si vous êtes à jour au niveau de l'ANUTTC pour pouvoir bâtir cette maison. Une fois on commence par là, c'est j'ai envie de dire, un morceau de pavé sur la mare, mais au moins on commence par quelque chose, ça va limiter certains dérives. Voilà. Et nous allons voir comment à l'avenir on pourra aménager davantage. Mais au moins, c'est une piste de sortie. D'accord. Alors, en tant qu'ancien démarcheur, je vais questionner ici la moralité de certains chefs de quartier, puisque vous avez posé une question en rapport avec ces auxiliaires-là. Voyez-vous, il y a certains chefs aussi qui se rendent complices de toutes ces pratiques-là. Pourquoi? Parce qu'il y en a, par expérience, que j'ai vu signer des documents qui vendait le même terrain au moins pendant 3 fois. C'est-à-dire qu'il est au courant que ce terrain-là a déjà été cédé à une autre personne, d'accord? Mais puisqu'il reçoit quelque chose, il perçoit de l'argent en retour, mais il va également imposer sa signature. Mais c'est pertinent, c'est que M. Billy a dit tout à l'heure, il va falloir que nous puissions interpeller les Gabonais, notamment ceux qui veulent acquérir une parcelle de terre, pour dire que le chef, en principe, sa signature sur un document n'a aucune validité. Voyez-vous?
Donc, désormais, il va falloir que nous puissions outrepasser cette pratique quand même très répandue. Dans la plupart des cas, surtout en milieu urbain, avec la pression démographique qu'il y a, ainsi de suite, ils sont quasiment ou complètement dépassés. Voyez-vous, plusieurs chefs ne maîtrisent même pas du tout les circonscriptions qui sont à leur charge. Voyez-vous? Donc, il y a une opacité qui règne, mais il y a aussi surtout cette mauvaise moralité, en fait, cette crise des valeurs morales qui touche également certains auxiliaires et qui versent malheureusement dans ces pratiques-là que nous sommes en train de dénoncer ici. Voilà. On nous posait la question de savoir sur les terrains en République gabonaise. Beaucoup disent qu'il est difficile d'avoir accès au terrain, mais la réalité, elle n'est pas celle-là. Comment la réalité n'est pas celle-là? Elle n'est pas celle-là. Je vais encore vous choquer parce que plusieurs Gabonais se plaignent. Moi, je vais sur les chiffres. On dit c'est saturé, il n'y a plus de terrain au niveau de Libreville. Je vais sur les chiffres. 60% de Grand Libreville est inconstructible, selon l'habitat. Bon, vous voyez déjà. Beaucoup ne le savent pas. 60% de Grand Libreville est inconstructible à cause du sol et les mares et tout ce qui va avec de l'eau. Et vraiment, tout ce qui va avec les cours d'eau est inconstructible et le glissement de sol de partout, comme nous l'avons eu l'année surpassée, sur le glissement de sol. Ça, c'est une réalité. L'autre réalité aussi qu'il faut savoir, c'est que tout le monde veut forcément habiter à Libreville. Et à partir de là, la terre devient rare. Mais elle n'est pas, ça ne veut pas dire qu'il en manque. Mais est-ce que ça ne s'explique pas? Tout le monde veut vivre à Libreville, justement, parce qu'à Libreville, il y a un semblant... Ça ne s'explique... Bon, ça pourrait s'expliquer la proximité du lieu de travail. Tout le monde veut naturellement avoir une maison à côté de l'endroit de travail. S'il y avait des boulevards, comme cela est en train d'être fait de Libreville, Kantoum, Kokobiche, on évalue la proximité en fonction du temps qu'on met de son lieu de maison ou son lieu de loisir à son lieu de travail. Je vous assure que si Kokobiche est bitumé jusqu'à Libreville, jusqu'à Ovendo, c'est 30 minutes. C'est-à-dire vous quittez chez vous à 7h, vous êtes au boulot à 7h30 s'il n'y a pas d'embouteillage. Donc les infrastructures routières peuvent faire en sorte quoi? Routier, autant pour moi, faire en sorte quoi? Faire en sorte qu'on désenclave d'abord le Grand Libreville, qui n'est pas tout à fait occupé, contrairement à ce qu'on croit. C'est juste des poches de certains endroits à Libreville qui sont occupés. Je vous prends un exemple classique, juste entre Nzangayon et Pikele. C'est encore ouvert. Pas de construction assez là-bas. C'est pas tracé. L'État devrait regarder là-bas. Entre le PK9 et Kokobiche. C'est encore ouvert puisqu'il y a encore de la forêt. Donc, il est question de travailler, d'aménager encore là-bas. Donc, il y a des zones encore où il n'y a pas assez de personnes. Entre entre le commissariat du Cap jusqu'au Cap, il y a encore de la place. Mais comment on met cela en évidence? C'est juste les infrastructures routières. Si je n'ai pas de route, je ne peux pas l'habiter ou j'ai pas de route. Justement, cette question de VRD qui revient. Voilà. Et donc, je rappelle encore, pas de VRD. Vous aurez toujours en grand caractère crise du logement. Parce que si cette question est résolue par les autorités, nous n'aurons plus un problème de logement. Et puis, ce n'est pas tout le monde qui attend un logement d'État. Les gens attendent simplement une zone viabilisée de l'État pour pouvoir construire. Donc, il faut regarder à ce niveau. À l'époque, quand je travaillais avec le ministre de l'Habitat, on s'était rendu compte qu'après Ntoum jusqu'à Kango, il n'y avait quasiment aucune revendication de titre foncier. Donc, c'est vous dire que cette zone-là, et peut-être bel et bien elle existe. Il y a des gens qui habitent, mais il n'y a pas de personne qui demande titre foncier. Alors qu'en ce moment, puisque Libreville, le Grand Libreville, c'est un Srantoum, il faut prévoir agrandir cette zone-là. Il faut aménager cette zone-là. Dès lors, le 2x2 voies qui est en train d'être finalisé et fait, naturellement, ça va fluidifier cette zone-là. Toutes les voies de contournement que nous allons faire, il faut occuper ces endroits-là. Parce que par nature, l'être humain ne laisse pas le vide quelque part. La nature horreur du vide. Si on remarque que l'État a cassé, l'État n'a pas aménagé, il y a un bantou qui va se lever un bon matin, il va venir mettre sa bicoque et il va appeler son frère. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ils vont s'installer de manière irrégulière, anarchique, contrairement au texte. Et une fois qu'on va mener des engins pour casser, ils vont se lever, ils vont faire appel, j'ai envie de dire, à la bonne volonté du chef de l'État, ce qu'il faut arrêter. Et j'aimerais dire au chef de l'État, aujourd'hui, vous avez le choix. Soit être ferme, c'est-à-dire être impopulaire sur cette question et faire avancer le pays à cet effet, ou faire de la politique et faire reculer le pays à cet effet. Parce que toutes les personnes qui ont pris des décisions fermes pour l'aménagement du territoire ont souvent été dans tout le monde
entier discrédité, crié dessus, mais après, on a félicité. On a vu partout, quand on a construit, quand il n'y avait pas de route, on a cassé des maisons, on a crié sur des gens. Une fois la route est passée, on a applaudi. Donc, on n'est pas là pour écouter, pour l'instant, les murmures. On a une vision à respecter. Et il y a la loi qui est là, elle doit être appliquée. Oui, alors, mais il est tout à fait normal que les populations puissent avoir envie de venir s'entasser à Libreville. Permettez-moi d'utiliser le verbe s'entasser, ou du moins cette expression-là. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi la question de l'emploi qui intervient ici. Le modèle de pays, ou du moins que nous avons hérité de la coloniale, qui consiste à avoir une capitale économique et une capitale politique, a montré ses limites. Il va falloir désormais multiplier les pôles de production. Ça va faire en sorte que celui qui est à Tchibanga n'ait plus envie de se retrouver à Libreville. Pourquoi? Parce qu'à Tchibanga, il y a par exemple des entreprises, ainsi de suite. Il a l'accès à l'emploi, il y a des outils de production, ainsi de suite. Donc la question de l'emploi aussi intègre directement en fait la problématique. Voilà. Il faut également créer des conditions. Je vais prendre un exemple. C'est celui de l'Italie. L'Italie, c'est un pays aujourd'hui qui compte, je crois, selon le dernier recensement, 50 millions d'habitants. Mais lorsque vous allez à la capitale, c'est 2 millions d'habitants que vous trouvez. C'est 2 millions d'Italiens que vous trouvez à Rome. Où sont les autres? Tous les autres sont un peu partout. À Milan, ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs pôles industriels. Donc, le modèle dans lequel nous évoluons depuis 60 ans, qui consiste à avoir une capitale politique et une capitale économique, a montré ses limites. Il va falloir multiplier, faire en sorte que certaines ressources, par exemple, puissent être transformées dans d'autres provinces. Je pense ici à la province, par exemple, de Logoué-Vindo, voilà, de la Nyanga, ainsi de suite, pour faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de jeunes, de moins en moins de Gabonais qui soient animés par le désir de venir s'entasser à Libreville dans des logements qui, j'ai envie de dire, laissent à désirer. Je vais rendre un hommage ici à Hubert Fredin Dongbeng, dont le roman d'ailleurs s'intitule Les Matiti. Ces maisons en tôle, en planche, ainsi de suite, dans lesquelles sont entassés les Gabonais depuis plusieurs décennies. D'accord. Quelles peuvent être les causes, justement, observables de cette situation Mais c'est comme il a dit, il faut le rappeler, c'est intéressant. Et le président de la République l'a rappelé quand il a parlé non seulement de la décentralisation, mais effectivement de l'autonomisation des systèmes de province. Il est question aujourd'hui de mettre en valeur chaque province. Il faudrait éviter qu'après mon bac, je vienne forcément à Libreville pour poursuivre mes études universitaires. Ce qui fait en sorte que non seulement je vis de l'Interland et tout le monde se retrouve à Libreville, et même ceux qui sont à Port-Gentil sont obligés parfois de venir à Libreville pour non seulement avoir un emploi, mais aussi avoir tout le système administratif. Pour faire encore même ton passeport ou ta carte nationale d'identité, tu es encore obligé de te déplacer d'une province à une autre. Si on arrive à mettre toutes les administrations ou décentralisées, compétentes, efficaces sur le territoire, sur l'ensemble du territoire, et on arrive à avoir de l'employabilité, on ne va pas dire pour tous, mais une employabilité significative dans l'ensemble des provinces, nous allons avoir une exode beaucoup plus difficile. Si nous avons au niveau de la santé, tous les pôles de santé représentés dans l'ensemble du territoire, il y aura l'exode difficile. Et il ne sera pas refutable aujourd'hui que vous soyez affecté à une province à une autre. Aujourd'hui, si vous êtes affecté chez moi, dans le Gouéville, il n'y a pas de banque. Donc, pour toucher mon salaire, je suis obligé de prendre un risque. Et le risque, je l'évalue sur 600 km. Donc, j'ai la voiture à prendre, ou le train à prendre. Il y a tout ce risque qu'il faut faire juste pour percevoir mon salaire et repartir encore. Donc, rien que ceci, c'est déjà un problème. Cela fait en sorte que demain, après-demain, quand on veuille m'affecter à l'Interland, je dis non. Alors que s'il y a toutes les mesures d'accompagnement et que tous les secteurs sont représentés et qu'il y a réellement une volonté économique de pouvoir promouvoir l'employabilité et l'économie dans chaque province, cela aussi ne peut passer que par la transformation des matières premières liées à chaque province, ce qui va avoir une certaine d'attractivité et les différentes localités vont se transformer. Nous avons le temps et la chance de bien faire les choses. Le Rwanda n'est pas plus grand que le Gouéville. La Guinée équatoriale n'est pas plus grande que le Gouéville. Nous avons l'opportunité que si le Grand Libreville devient difficile à aménager, nous avons le temps et l'opportunité de le faire ailleurs. C'est-à-dire dans d'autres provinces, pour que cela ne se répande pas, parce que nous allons vers la décentralisation. Il faut réfléchir déjà comment il faut faire. Il ne faudrait pas que demain, on soit pris au piège parce que nous n'avons pas fait maintenant. Et qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire que l'ANUTTC se réveille
et qu'ils fassent réellement le contrôle de ce qui est de la vente de terrain. Qui est, soit ils recrutent parce qu'on a besoin de brigades, et que réellement sur l'ensemble du territoire, la NUTTC marque des panneaux pour du terrain appartenant à l'État et qu'ils émettent des projets sur cet ensemble de terrain pour qu'on puisse déjà prévenir et préserver ces endroits potentiellement constructibles pour des besoins de l'État. Si cela n'est pas fait et que les projets, que vous avez des projets, ces projets ne sont pas connus de l'État, naturellement une frange de population ira construire dans ces endroits sans savoir qu'il y a un projet de l'État à ce niveau. Et quand ils viendront auprès de l'NTTC pour régulariser leur situation foncière, on va leur dire qu'il y a un projet dessus. Il sera trop tard. Aujourd'hui, il est important de le faire sur l'ensemble du territoire. Je répète, l'ensemble du territoire, puisque nous n'avons pas la capacité ou la volonté, je dis bien volonté, de mettre en place un plan national d'affectation de terres qui, à mon sens, paraît compliqué, alors que c'est aussi simple que ça. Nous avons décidé de construire la route, puisqu'on a levé la mesure au Cap. Quand on va au Cap, il y a un boulevard qui est en train d'être fait et il y a près de 300 000 logements qui seront construits. Est-ce qu'il y a eu une étude de sol? Est-ce qu'il y a eu une étude? Je m'interroge parce que j'ai quand même jeté un coup d'œil. Est-ce qu'il y a eu l'étude de l'environnement? Pourquoi je pose la question? Parce que demain, après-demain, si vous entendez qu'il y a du pétrole là-dessus, vous faites quoi? Vous dégagez tout le monde. Si vous entendez après qu'il y a du manganèse là-dessus, vous faites quoi? Vous dégagez tout le monde. Alors qu'avec le plan national d'affectation de terres, on peut savoir, le modèle canadien est le meilleur modèle, on peut le prendre. Aujourd'hui, nous avons des étudiants en géographie. Le ministère de l'Éducation nationale, en relation avec le ministère des Mines, peuvent s'associer pour dire tous ces étudiants qui sont en géographie ou en géomorphologie structurelle et dynamique, au chômage, on met en place un ensemble de mémoires, de thématiques dont nous avons besoin et des thèses financées par l'État gabonais pour dire on veut un spécialiste du Grand Libreville, notamment de telle zone à telle zone, il doit nous sortir ce qu'il y a au sol et au sous-sol et quelle est la constance du sol. Est-ce que nous avons de l'or, du diamant, est-ce que nous avons des terres rares à ce niveau, puisque ces zones sont classifiées non constructibles. Et rappeler aussi qu'en République gabonaise, ce n'est pas parce que vous avez le titre foncier que vous devez construire. Toutes les zones avec le titre foncier ne sont pas forcément constructibles. Parce que pour vous donner le titre foncier, juste pour faire quoi? Pour faire un élevage. Parce que zone à risque, donc non constructible et habitable. Oui, alors finalement, on se rend compte que c'est un problème de politique publique. Ben, naturellement. Tout est politique, voyez-vous. On parle ici de la gestion de la cité. Donc il va falloir tout questionner de fond en comble. Il va falloir que nous puissions avoir un modèle autant pour moi. Si nous n'avons pas un modèle, si nous ne programmons pas, nous allons continuer à aller, ou du moins à faire du pilotage à vue, malheureusement. Et le pilotage à vue n'a jamais accouché de quelque chose de bon. Voyez-vous? C'est parce que l'État n'a pas joué son rôle, notamment en ce qui concerne notamment la viabilisation de certaines terres, que nous nous retrouvons aujourd'hui avec des bidonvilles ou encore des quartiers anarchiques dans le Grand Libreville. Voyez-vous? Mais M. Billet l'a dit ici, il va falloir que le président de la République puisse avoir une main forte. Voyez-vous? Les Gabonais ne comprendront peut-être pas au début, lorsqu'on va les déguerpir de Kingélé, ainsi de suite. Parce que, rassurez-vous, il va falloir reloger les Gabonais. Il faut une politique de relogement. Avant même de penser à loger, il faut reloger. Il faut faire en sorte que ceux qui aujourd'hui vivent dans ce qu'on appelle couramment des maisons Tikatié, je tombe à Kingélé, à Bellevue 2, un peu partout, mais il faut restaurer leur dignité. Et restaurer la dignité d'un peuple, restaurer la dignité d'un Gabonais, passe également par l'accès à un logement décent. C'est une question fondamentale. Nous ne pouvons pas parler de développement sans qu'il y ait un peuple qui puisse avoir accès à certains minima sociaux. Un des minima sociaux, c'est l'accès au logement. Donc là, j'interpelle les nouvelles autorités à réellement se mettre au travail, que toutes les parties qui interviennent dans le sens de faire en sorte qu'il y ait de véritables politiques de logement, d'accord, puissent véritablement jouer leur rôle. Mais aussi et surtout, qu'un travail de sensibilisation soit mené. Les Gabonais, pour la plupart, sont ignorants des textes, ou du moins de tout ce qui existe du point de vue juridique, ainsi de suite. Non. Moi, je vous invite... Écoutez, nous n'avons pas dans ce pays encore la culture d'aller vers... Voyez-vous, aller à la recherche de l'information. Il va falloir que nous puissions comprendre le contexte et faire en sorte que l'information puisse aller vers les populations. Et là aussi, je vous invite, vous journalistes, à faire un travail aussi dans ce sens.
Voilà, donc c'est un travail de sensibilisation qui doit être fait, qui ne concerne pas que l'État, mais également tous les ONG, la société civile, et ainsi de suite. Tous ceux qui s'intéressent à cette question épineuse du logement ou encore du foncier. Je vais saluer ici le travail qui a été mené par le passé par des organisations telles que le COPIL citoyen. Ils deviennent un peu absents sur ce terrain et je les invite à se réapproprier ces questions-là parce que c'est des questions sensibles. D'accord. Voilà. Je vais vous étonner. Allez regarder l'image d'Akébé en 1980. 90-95 par là. Allez regarder l'image de Carrefour Léomba dans les années 75-76. Ça n'a plus rien à y voir. C'est pour vous dire que le laisser-aller entraîne ce qu'on voit aujourd'hui. Ces quartiers, c'était des quartiers des cadres, jadis. Tout à fait. Quand vous habitiez à Québec, c'était des cités. Derrière Cosmopark. Cosmopark, c'était des cités. C'était même, j'ai envie de dire, c'était l'une des rares parcelles de la République gabonaise où on voyait avec des numéros qu'on a repris avec Osouka à la mairie Libreville. C'est pour dire qu'il y avait déjà un travail. Et ensuite, il y a eu le laisser-aller. Quand il n'y a pas de contrôle, on fait ce qu'on fait. On fait ce qu'on veut faire et comment on veut le faire. Puisqu'il n'y a pas de répression derrière. Je vous parle, mais est-ce qu'on nous écoute? Nous faisons un débat, mais est-ce qu'on nous écoute? Les choses les plus simples, parfois on refuse de les faire. Le simple fait de dire qu'on prend une note. Je dis ça, je dis rien. Si lundi, le ministre de l'Habitat prend une note que plus personne ne doit construire sans avoir un permis de construction, et ce permis de construction doit avoir ceci comme... Pour avoir accès à ce permis de construction, voici tous les éléments qu'il vous faut, ça va freiner déjà tout ce qu'ils sont en train de faire sans qu'il y ait autorisation de faire. Il faut que la main ne tremble pas. Nous voulons avoir une belle ville, nous voulons avoir un beau pays. Mais pour avoir un beau pays, je vous assure, l'impopularité est là, c'est clair, mais le travail, parce qu'on ne jette des pierres qu'à celui qui travaille. Et quand il y a le résultat, les mêmes qui ont crié sur vous ne viendront pas applaudir. C'est ceux qui ont compris ce pourquoi vous le faites. Et nous ne sommes pas là pour travailler pour nous. Parce que la difficulté que nous faisons, c'est de croire que nous devons jouir du travail que nous faisons pour le pays. Parce que nous travaillons pour la nation. Pensons à nos enfants. Si hier, ceux qui n'ont pas surveillé avaient surveillé, nous, aujourd'hui, ce débat ne serait pas là. Tout à fait. C'est parce qu'ils ont failli que nous en discutons aujourd'hui. Et vous avez pris en tant que média, vous êtes le seul média même qui en parle, je suis surpris. Donc c'est de voir combien de fois la question elle est importante et intéressante. Donc on ne peut pas s'arrêter sans prendre des décisions fermes. Il y a aujourd'hui la mise en place de la décentralisation, mais on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Est-ce que l'effectivité de la décentralisation prendra 1 an, 2 ans ou 3 ans? Entre-temps, comment on fait pour freiner ce fléau? Il y a des personnes qui décident de construire autour des mangroves alors que c'est interdit. Qu'est-ce qu'on fait? Je vous invite à prendre vos caméras et si vous voulez, je vous accompagne. Derrière, à Caillé, il y a toute une zone de non-loi et de non-droit où il y a toute une communauté, j'ai envie de dire, béninoise et nigérienne, qui se sont installées tout autour de la mangrove et qui ont installé tout, école traditionnelle, église et tout. Mais quand il y aura un massacre là-bas, on va appeler à qui? À l'autorité gabonaise. Ça fait plusieurs fois que nous en parlons, que dit, mais envoyez des autorités compétentes sur le terrain. Il faut aller raser ceci, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire parce que nous avons des preuves. Mais il faut aller sur le terrain. Regardez que c'est une zone de non-droit avec des drapeaux d'un autre pays sur le sol gabonais. Donc, tout ceci va de l'habitat, ça va de la santé, ça va de la sécurité, parce qu'ils sont sur le bras de mer. On ne sait pas ce qui rentre et ce qui sort. Et on parle aujourd'hui de la vie chère, alors que tout le poisson pêché à cet endroit est directement exporté vers l'extérieur. Rien n'est vendu au Gabon. Donc, tout ceci est à regarder de très près. Je vous invite à faire un grand coup là-bas. Je vous accompagnerai si possible. D'accord. Mais finalement, monsieur, qu'est-ce qu'il faut que l'on retienne, Pavlov Moussaou, sur cette question épineuse et tellement importante? Ben, écoutez, je vais revenir au thème agence immobilière et des marcheurs. Est-ce que le métier est-il encadré? Effectivement, le métier bénéficie d'un encadrement, mais il s'agit ici du domaine des agences immobilières. Voilà. Mais je vais surtout inviter nos compatriotes à faire de plus en plus attention. Notre hymne national, d'ailleurs, nous interpelle dans ce sens, en nous disant « demeurons vigilants ». Voyez-vous, il va falloir que nous puissions demeurer, ou du moins redoubler de vigilance. Désormais, lorsque nous voulons acquérir une terre, voyez-vous, il est mieux de passer par les autorités compétentes, il est mieux de débourser 5 millions de francs CFA, d'accord?
et avoir parfois parce que le ça traîne produit aussi à la un peu, fin, l'administration. d'accord, que de débourser 3 millions parce qu'on a esquivé l'autorité publique et se retrouver roulé dans la farine à la fin. Permettez-moi d'être vraiment terre à terre. Donc il va falloir que désormais, on puisse être assez regardant. Que tous ceux qui agissent en tant que des marcheurs illégaux, ainsi de suite, soient dénoncés. Voyez-vous, là aussi, c'est un travail qui doit être fait. Les Gabonais n'ont malheureusement pas encore, ou du moins ont perdu la culture d'aller vers les commissariats, ainsi de suite, porter plainte. Mais bon, vous comprenez aussi que parfois certaines plaintes n'aboutissent pas, ainsi de suite. Mais les réseaux sociaux ne sont pas un tribunal. La dénonciation sur les réseaux sociaux, c'est bien, mais il faut aller saisir l'autorité publique. Donc, nous devons surtout redoubler de vigilance, signaler toute pratique illégale aux autorités. Et je vais finir par là. Méfiez-vous des frais de visite. Les fameux 5 000 francs, il va falloir désormais refuser de les payer si vous n'êtes pas sûr que celui qui vous emmène est de bonne moralité. Merci Léon, nous sommes arrivés quasiment à la fin, mais on va donner quand même 30 secondes. Oui, c'est juste interpeller les autorités qu'il faut mettre en place le mécanisme juridique qui encadre le logement, parce que c'est sur la base de ce mécanisme juridique, cet encadrement juridique, qu'on peut fixer le logement, qu'on peut avoir tout ce qui suit. Sans mécanisme juridique, sans encadrement juridique, nous avons du mal à avancer. Merci à vous, messieurs, d'être passés sur le plateau de Gabon 24. C'est nous qui vous remercions. Voilà, le grand débat du soir, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous. On espère que justement nos invités ont pu apporter quelques réponses aux questions que vous posez chez vous. L'information se poursuit sur Gabon 24. Quant à nous, on se donne rendez-vous demain à la même heure.